Ok, merci et bonjour à tous. Donc là, je propose maintenant qu'on rentre un peu plus dans les couverts pour s'intéresser aux mécanismes qui sont impliqués dans la régulation des adventices par ces couverts végétaux. Donc, je voulais déjà vous proposer une vue d'ensemble des mécanismes qui sont impliqués dans cette régulation des adventices par les couverts. Donc, il y a des mécanismes qu'on appelle à effet direct, par exemple la compétition pour les ressources, notamment la lumière et les ressources du sol. Il y a également des phénomènes d'allélopathie qui peuvent intervenir par la libération de composés chimiques par la plante vivante ou les résidus de la plante après sa destruction. Les plantes du couvert peuvent également contribuer à réguler les adventices en modifiant le microclimat à la surface du sol. Et il y a également d'autres mécanismes qu'on appelle indirects parce qu'il faut intervenir d'autres organismes. Notamment, on peut penser au parasitisme puisque le couvert peut favoriser la présence de certains champignons pathogènes qui peuvent parasiter les adventices, ou encore le couvert peut favoriser certains organismes comme les insectes, par exemple les carabes, et ainsi favoriser la prédation des graines adventices. Donc la compétition, c'est le mécanisme qui est le plus fréquemment évoqué quand on parle de la régulation des adventices par les couverts. Donc la compétition pour la lumière, on a longtemps considéré que la lumière était la principale ressource pour laquelle la compétition s'exerce dans les systèmes intensifs et tempérés, mais la compétition pour les ressources du sol pourrait jouer un rôle prégnant quand on se place dans une optique de baisse d'intrants chimiques et d'évolution de ressources en eau, et aussi elle est particulièrement présente dans des couverts d'interculture, en particulier quand ils sont implantés en été et du coup non fertilisés. Pardon. Donc aujourd'hui, on est assez au clair sur les éléments qui influencent l'intensité et l'issue de la compétition. Donc déjà, ça dépend de la dynamique de disponibilité en ressources. Quelles ressources sont limitantes? À quel moment, notamment par rapport au stade de croissance des plantes, et avec quelle intensité, pendant combien de temps? Cette intensité, cette issue de la compétition dépend également du potentiel de croissance des plantes, donc à la fois des plantes de couvert et des adventices, et la capacité de ces plantes à s'adapter à une limitation en ressources. Et enfin, ça dépend également beaucoup des dates de levée relative, puisque les adventices les plus nuisibles sont généralement celles qui lèvent au même moment que la culture, alors que les retardataires impactent finalement la culture. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette intensité et cette issue de la compétition est quelque chose qui est multifactoriel, puisque ça dépend du système de culture, en particulier des espèces présentes et des variétés, du pédoclimat, et du coup, c'est un système complexe qui est difficile à appréhender. Donc, du coup, pour appréhender cette complexité, on peut utiliser des modèles de simulation. C'est le cas, par exemple, du modèle FLOR6 qui simule les effets des systèmes de culture en interaction avec le pédoclimat sur la dynamique des adventices et leur impact, en particulier sur le rendement des cultures. Et en fait, dans ce modèle, on représente le cycle biologique et la croissance de chaque plante dans la parcelle. Et en faisant ce qu'on appelle des simulations ou des expérimentations virtuelles avec ce modèle dans différentes régions et pour différents types de systèmes de culture contrastés, on peut ainsi aider à mieux voir globalement quelles sont les stratégies gagnantes des plantes du couvert qui permettent de réguler les adventices. Et donc, en faisant ça, ce qu'on a pu observer, c'est que les plantes du couvert qui étaient les plus efficaces pour réguler les adventices, ce sont celles qui globalement arrivent à occuper rapidement le terrain avec des feuilles plutôt fines et larges plutôt que petites et épaisses. Ce sont des plantes qui ont tendance à croître en largeur et à avoir une répartition uniforme des feuilles sur la hauteur. Ce sont aussi des plantes qui sont capables d'adapter leur morphologie en cas d'ombrage par les plantes voisines, notamment par un processus d'étiolement et également par une croissance en largeur. Donc là, attention, ce sont des tendances générales moyennes sur un très grand nombre de situations. On n'est pas encore sur de l'opérationnel où on pourrait faire un focus sur des situations plus précises. En ce qui concerne la compétition pour l'azote, on est moins bien avancé dans les mécanismes sous-jacents, mais ce qu'on peut voir en regardant la littérature, c'est qu'en comparant différentes études, donc ici 27, on peut voir que quand on diminue la dose d'azote apportée, parfois ça favorise l'adventice au détriment des plantes de couvert,
Dans d'autres cas, c'est l'inverse et des fois, il n'y a pas d'effet. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que probablement les différences entre études proviennent de différences entre espèces, variétés, de systèmes de culture et de climat, et donc de différences en termes de disponibilité en ressources, de potentiel de croissance des plantes qui sont présentes et aussi de date de vie relative. Du coup, là aussi, on est dans un système complexe. Donc, l'approche de modélisation est intéressante, elle est en cours moins bien avancée, mais pour essayer d'aller plus loin, on a proposé un cadre d'analyse de cette compétition pour l'azote qui repose sur le concept de nitrophilie. Donc, en effet, les adventices les plus problématiques en grande culture, c'est généralement des espèces très nitrophiles, c'est-à-dire des espèces qui ont une valeur élevée de cet indice d'Ellenberg, car on les trouve préférentiellement dans des habitats riches en azote. Et on a essayé de comprendre ce succès des espèces nitrophiles dans les parcelles cultivées en comparant différentes espèces adventices, chaque point ici c'est une espèce, sur différents critères. Et en particulier, on les a comparés sur la réponse de leur surface foliaire à l'azote. Et ce qu'on a pu observer, c'est que plus une espèce est nitrophile, plus sa croissance aérienne répond à l'azote et plus son potentiel de croissance est fort. Donc on a essayé d'aller plus loin dans l'analyse des processus sous-jacents en regardant des variables un petit peu plus fines, notamment le rapport de biomasse de racines par rapport à la biomasse totale de la plante et l'efficience de prélèvement d'azote par les racines, c'est-à-dire la quantité d'azote prélevée par gramme de racine et par jour. Et ce qu'on a pu voir, c'est que plus une espèce est nitrophile, moins elle alloue de biomasse à sa partie racinaire, mais chaque unité de racine est plus efficace pour prélever l'azote. On peut donc résumer ainsi ce qui se passe dans un sol riche en azote quand une espèce nitrophile et une espèce oligotrophe sont en compétition. Donc, la forte capacité de la nitrophile à prélever l'azote lui permet une expansion rapide de sa surface foliaire et donc d'intercepter plus de lumière et de maximiser sa photosynthèse, mais aussi ça permet d'augmenter sa capacité à ombrer les plantes voisines et notamment les plantes oligotrophes. Et le message que je voulais faire passer là, c'est qu'en fait, une espèce nitrophile dans un sol forte disponibilité en azote, finalement, c'est une très bonne compétitrice pour la lumière. Donc, on voit ici les interactions fortes entre compétition pour les différentes ressources. Et l'autre message également que je voulais faire passer ici, si ça veut bien, voilà, je suis désolée, ça rame un petit peu, c'est que en fait, on peut considérer la nitrophilie relative des espèces cultivées et adventices en lien avec la disponibilité en azote du sol. Alors, je suis vraiment désolée parce que ça rame. Ça y est, Voilà. c'est parti. Voilà. Voilà, donc pour la partie compétition. Donc, après, un autre mécanisme qui est souvent évoqué, c'est l'allélopathie. Donc, c'est un mécanisme par lequel une plante interfère sur une autre par la production de composés chimiques qui sont libérés dans l'environnement, donc par une plante vivante ou ses résidus. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a les racines d'une plante donneuse qui va émettre des composés qui vont être captés par les racines d'une plante receveuse. Mais quand on voit ce système, on voit facilement que pour que l'alléopathie puisse se produire, il faut que les racines des deux plantes soient situées à proximité. Or, une telle proximité induit nécessairement de la compétition. Et donc, on est dans une situation où il est très difficile de dissocier l'allélopathie de la compétition. Et du coup, on a peu d'infos sur la contribution dans la régulation des adventices de l'allélopathie, en particulier au champ, parce que l'allélopathie est souvent étudiée plutôt en conditions de laboratoire. Donc, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on a fait une revue systématique de la littérature scientifique pour voir, mais finalement, quels sont les éléments de preuve au champ des effets de l'allélopathie sur la régulation des adventices. Et donc, pour dissocier allélopathie et compétition, on a fait un focus sur les effets allélopathiques, sur les études qui s'intéressaient aux effets allélopathiques de différentes variétés au sein d'une même espèce. Et donc, il y avait des études qui ont comparé différentes variétés au sein d'une même espèce. Ces différentes variétés avaient à chaque fois des propriétés allélopathiques différentes identifiées au laboratoire. Et après, les variétés avaient soit des dynamiques de croissance et de morphologie comparables, soit différentes. Et en fait, il se trouve que l'effet suppressif peut être attribué à l'allélopathie si, en fait, l'effet suppressif des variétés est bien corrélé à leur capacité à produire des composés allélochimiques, mais il n'y a pas de lien avec la compétition. Et donc, c'est intéressant d'observer que dans la littérature, on a identifié uniquement 25 articles qui comparent des variétés au champ sur leur effet suppressif vis-à-vis des adventices et qui caractérisent bien des traits relatifs à la compétition et à l'allélopathie. Et donc, on a regardé la conclusion des auteurs pour ces différents articles et on voit que seuls 18 de ces articles montrent qu'il y a un effet de l'allélopathie pour réguler les adventices, parfois en lien avec la compétition,
Mais nous, quand on est allé plus loin dans l'analyse de ces articles, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement une petite partie de ces articles qui permettait vraiment d'aller de considérer qu'il y avait vraiment de l'allélopathie, même si dans certains cas, on ne pouvait pas complètement exclure l'absence de compétition pour les ressources du sol. Donc là, le message était de vous dire que l'allélopathie, c'est un phénomène qui existe probablement en laboratoire, mais qui est très difficile à quantifier au champ, notamment en termes de régulation des adventices. Donc ensuite, je vais passer à des mécanismes à d'autres mécanismes, notamment la capacité des couverts à modifier le microclimat à la surface du sol. Et là, c'est des travaux qui ont été faits, qui ont montré qu'en présence de couverts, la capacité, le pourcentage d'émergence des adventices a tendance à diminuer de manière significative, mais de manière différente entre les espèces adventices. Donc rien que la présence d'un couvert, ça peut diminuer la capacité des adventices à émerger, parce qu'en particulier, certaines espèces adventices sont photosensibles, elles ont besoin de lumière pour germer. Comme je suis un petit peu pressée au niveau du temps, je vais faire un dernier focus sur le rôle des couverts dans la régulation des adventices en favorisant le mécanisme de prédation, puisque la présence d'un couvert peut favoriser des insectes auxiliaires, notamment les carabes, en leur fournissant un abri et des ressources trophiques. Et là, ce que je vous montre ici, c'est des résultats très originaux qui ont été obtenus récemment dans le laboratoire, qui ont montré au champ que plus il y a de carabes omnivores, plus la prédation augmentait, la prédation des graines adventices augmentait dans une culture de blé avant récolte, et en parallèle, plus il y avait de carabes omnivores, plus la banque de graines était réduite. Mais une question qui nous reste encore à creuser, c'est est-ce que cette régulation au niveau de la banque de graines a vraiment une incidence significative sur la flore adventice qui va s'exprimer ensuite? Donc, en conclusion, je voulais simplement indiquer que la compétition considère souvent que c'est un mécanisme majeur dans la régulation des adventices par les couverts, avec un rôle clé de la compétition pour la lumière, mais le rôle de l'allélopathie, du parasitisme et de la prédation existe, mais on a beaucoup de mal à quantifier de ses effets au champ. Et un pan de recherche qui nous reste encore à analyser, c'est de quantifier donc les contributions relatives de ces différents mécanismes de régulation et de voir s'il y a des antagonismes et des synergies entre ces différents mécanismes.